Bonjour à tous. Mort de Tessa Rimbaud, 4 ans et demi après, on retrouve le chauffard qui l'a tué. Explication dans cette vidéo. Revenons au 20 décembre 2018. Tessa Rimbaud, élève en bac pro au lycée de la Joliverie, à Saint-Sébastien, rentre de stage. À 19h30, son bus la dépose au Carrefour, au sud de Saint-Julien-de-Concelles. Elle n'a que quelques centaines de mètres à parcourir pour rejoindre la maison qu'elle partage depuis 2 mois avec ses parents et son jeune frère. La voie qu'elle emprunte s'appelle la rue du Soleil Levant. Un nom bien mal porté, ce soir. C'est l'hiver. Il fait nuit. Aucun réverbère n'éclaire ce bout de route bordé de champs qu'une pluie froide obscurcit encore. Il est prévu que des lotissements pousseront ici, mais ils ne sont pas encore sortis de terre. La rue n'a même pas de trottoir. Tessa marche à tâtons, entre l'herbe et la chaussée. Entend-elle le moteur du véhicule qui approche? A-t-elle le temps de faire un écart? D'un coup, son crâne éclate, son corps vole sur le bas-côté. La voilà couchée, immobile. Il faudra une demi-heure avant qu'un chauffeur routier la remarque, étendue au ras du goudron. Pompiers, gendarmes, secouristes, tout le monde accourt bientôt. Y compris les époux Rimbaud, qui habitent à 2 pas. Florence, la mère, reconnaît aussitôt les baskets blanches de Tessa. Elle se précipite sur elle et la serre dans ses bras. Faut toucher à rien, madame. De force, les pompiers la relèvent. Alors la pauvre femme palpe entre ses doigts le poignet de Tessa, pour y chercher son pouls. Un médecin l'interrompt dans son geste. C'est trop tard, madame. Tessa, morte? Impossible. Elle semble dormir. C'est seulement lorsqu'on la retourne que l'horreur s'impose. Il y a sous la tête, sous le corps de l'adolescente, une immense flaque rouge. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait perdre tant de sang, dira plus tard la maman, anéantie. Le père, Christophe, veut embrasser le front de sa fille, avant qu'on la recouvre d'un drap blanc pour l'emporter au CHU de Nantes. Faveur refusée. Comment lui faire comprendre, sans entrer dans des détails affreux, que c'est là, sur la tête fracassée de son enfant, que les gendarmes relèveront peut-être l'indice décisif? Dans cette enquête, tout élément matériel sera bon à prendre. L'accident n'a pas eu de témoin. Le lieu, isolé, n'est dans le champ d'aucune caméra. Quant au véhicule qui a heurté Tessa, il n'a rien perdu, ni bout de tôle ni fragment de plastique qui permettrait de l'identifier. Ajoutez à cela que les hommes de la brigade du Leroux-Bottereau, chargés des premiers constats, manquent d'expérience. Leurs fouilles sont si superficielles que c'est Christophe, le père de la victime, qui trouve le lendemain dans l'herbe le portable de sa fille et la porte aux gendarmes. Ceux-ci estiment que si le chauffard a emprunté la rue du Soleil Levant, à la nuit tombée, c'est qu'il était sans doute du coin. 2 semaines après le drame, un jeudi, entre 19 et 20 heures. Il monte un barrage filtrant pour arrêter, examiner et photographier toutes les voitures qui passent. Sans résultat probant. Au bout d'1 mois, ils n'ont qu'une piste, assez mince. Tessa a été mortellement frappée à la tête, soit bien plus haut que ne l'aurait fait un rétroviseur de voiture. Des traces de chenilles ont par ailleurs été relevées dans l'herbe à proximité du corps. Ont-elles un lien avec l'accident? Impossible à dire, mais on s'interroge, et si la lycéenne avait été percutée par un engin de chantier? Les enquêteurs font le tour des professionnels des environs. L'entreprise de terrassement par exemple, est installée à seulement 1400 mètres des lieux de l'accident. Mais là encore, on fait chou blanc. Les gendarmes repartent sans savoir qu'ils sont à un cheveu de la solution. Car le responsable du drame, c'est Anthony, le cadet de la famille. Un gars de 20 ans, bosseur, timide, qui n'a rien d'un délinquant mais que la dépression de sa mère, suivie du divorce de ses parents, n'a pas vraiment épanoui. Anthony a grandi parmi les bulldozers, il a très tôt passé une qualification de conducteur d'engin. Mais il a un talon d'Achille, l'alcool. Pour décompresser, après le boulot, il enquille volontiers les whisky coca avec ses copains. Du coup, le lendemain, il arrive en retard sur les chantiers. Son père l'engueule. Alors, le soir venu, pour se réconforter, il boit à nouveau. C'est un engrenage sans fin. Était-il ivre le soir tragique du 20 décembre 2018? D'après les traces, il s'est arrêté pour comprendre ce qui s'était passé, avant de repartir et de se fondre dans la nuit. Anthony sait qui l'a tué. Et aussi que sa lâcheté est impardonnable. Par ce qui se dit dans le pays, il suit le calvaire des Rimbaud, les obsèques de Tessa. Il participe même à des manifestations de soutien en sanglotant et se tordant les mains. La nuit, il assomme ses remords à coups de whisky. Le matin, pour aller au boulot, il reprend en serrant les dents la maudite rue du Soleil Levant. Au passage, il essaie d'ignorer le panneau que les Rimbaud ont planté en bordure du bitume. Ils y ont écrit le prénom de leur fille, accompagné de sa photo et de ces mots, un an sans savoir. Vous nous devez la vérité. Anthony, lui, est vivant. Mais son existence est devenue sordide. Quand il va au manoir, la boîte de nuit locale,
il s'assied seul à une table avec une bouteille. Il la vide. Et il pleure. Lorsqu'on lui demande s'il a des problèmes, Anthony bredouille que son père lui met beaucoup de pression sur les chantiers. Mais sa conduite, son alcoolisme inspire le malaise. En 2019, Anthony abandonne son logement. En 2022, sous l'effet de l'alcool, il perd le contrôle de sa Golf blanche sur la route de Landemont. On lui retire son permis. Quelques mois plus tard, comme il arrive toujours bourré sur les chantiers, son propre père le licencie pour faute grave. Devant cette descente aux enfers, on se demande comment Anthony a pu échapper à l'enquête. Les gendarmes de Rezé, qui ont repris le dossier, semblent d'ailleurs l'avoir eu un temps dans leur collimateur. On sait aussi que les jeunes de Saint-Julien se sont interrogés sur son cas. Lors d'une soirée, peu après l'accident, l'un d'eux a remarqué qu'Anthony tremblait dès qu'on évoquait la mort de Tessa. « T'as quelque chose à voir avec ça ?» lui a-t-il demandé. « C'est pas moi. » a explosé l'autre. « Je sais pas qui l'a tué. » Et comment affirmer le contraire? L'agglomération nantaise est vaste. Anthony n'est pas le seul jeune qui picole. Les Rimbaud, découragés, ont déménagé en mai 2021, et fin 2022, à leur grand désespoir, l'enquête s'est close sur un non-lieu. Anthony, les années passant, tente de remonter la pente. En avril dernier, il suit une cure de désintoxication de 6 semaines à Royan. À sa sortie, il trouve une place en intérim sur le chantier de rénovation de l'hôpital de Saint-Nazaire. Comme il n'a plus de permis de conduire, il loue un logement à proximité. S'éloigner des siens lui fait du bien, semble-t-il. Le 10 juin, il rejoint une poignée d'amis de Saint-Julien près d'un étang. Il leur dit qu'il se sent mieux, que sa vie repart. Ce qui ne l'empêche pas de siffler des bières, et c'est peut-être ce détail navrant qui choque Sandra, sa meilleure copine. Anthony va-t-il oublier ses bonnes résolutions? Va-t-il recommencer à boire? À conduire ivre? Nul ne sait exactement ce qui se passe dans la tête de Sandra. Mais le surlendemain, quand elle voit l'émission de Julien Courbet sur M6, son amitié, ses remords, la douleur de la famille Rimbaud, tout se bouscule en elle. Le 14 juin, elle contacte les gendarmes de Rezé. Le 15, elle leur livre ses soupçons et les phrases ambiguës, en forme d'aveu, qu'Anthony a prononcées devant elle. Il faisait souvent allusion à l'accident. Là, il y a 2 mois, il m'a laissé entendre que c'était lui, le conducteur. Il me l'a dit 2 fois. Le 16, un juge d'instruction est désigné. L'enquête rouverte. Une cellule de 10 gendarmes est mobilisée pour auditionner l'entourage d'Anthony. Enfin, le garçon est interpellé le 20 juin. Placé en garde à vue, il va nier pendant 36 heures, avant de s'effondrer et de passer aux aveux. Mis en examen pour homicide involontaire aggravé par un délit de fuite, il a été incarcéré dans la foulée. Surtout pour éviter qu'il se suicide. Le prénom a été changé. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.